Qu'est-ce qu'un non-dit? Un non-dit n'est pas forcément un mensonge. Déjà, si vous êtes intéressé par le sujet, du mensonge, je vous suggère d'écouter la vidéo suivante, parce que le mensonge est vraiment traité, de façon plus approfondie là-dedans. Si on revient à la définition d'un non-dit, en fait, un mensonge, lui, implique nécessairement la volonté de flouer l'autre via, la modification de la réalité et ça de manière verbale ou non verbale. Donc, pour que ce soit appelé un mensonge, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de flouer l'autre. Alors que c'est pas le cas des non-dits, du moins dans l'immense majorité des non-dits. Donc qu'est-ce que c'est que ça, un non-dit? Ben, c'est tout simplement un état dans lequel je suis, qui n'est pas verbalisé. Ça, c'est un non-dit, tout simplement. Donc on voit qu'il y a aucune volonté de mensonge là-dedans, de flouer l'autre. Et puis donc, quels peuvent être ces états-là? Ben, ça peut être tout simplement une réflexion, un sentiment, une émotion. Moi, j'aime bien, le mot état parce que ça englobe tout ça. Le non-dit est tout simplement un état qui n'est pas verbalisé. Maintenant, pourquoi est-ce que ça arrive, ça, ces non-dits-là? Parce qu'ils sont vraiment omniprésents lors de toute interaction humaine. Même les gens les plus francs sont bourrés de non-dits parce qu'on l'a vu, c'est pas forcément un mensonge. Donc, d'où est-ce que ça provient, un non-dit? Ben, tout simplement, il y a une grande raison qui fait que, on ne peut pas verbaliser chaque moment, chaque état dans lequel on est. C'est tout simplement parce que le verbe, la bouche ne fournirait pas du tout à exprimer l'état dans lequel on est parce que cet état-là est dynamique. Il est toujours, toujours en modification, en fluctuation et toujours, en revisitation si on veut. Donc l'état change. On est un être vivant, donc on change beaucoup d'état et ce, à chaque microseconde. Maintenant, je vais vous imager, la chose de façon plus simple pour vous démontrer que en fait, ça fait partie de tous, toutes et tous. Autour de l'âge de 3 ans, parce qu'avant 3 ans, la conscience de soi n'est pas vraiment développée. Autour de l'âge de 3 ans, un enfant humain, commence à développer une certaine forme de conscience assez avancée. C'est-à-dire qu'il peut se rendre compte qu'il peut garder des informations pour lui et en partager. Donc il se rend compte que finalement, il est pas pris dans une matrice, sa mère n'est pas lui et lui n'est pas sa mère. Donc il se rend compte que des fois, il peut flouer les gens, il peut commencer justement, le mensonge commence là. Donc, un exemple très simple, le bébé qui se met à pleurer, et qui se rend compte que sa mère vient le voir à chaque fois qu'il pleure, qui se met à faire des tests comme ça, à pleurer juste pour le fun, juste pour le plaisir, voir si sa mère va lui répondre. Ben ça, c'est des tests, hein, qu'il fait comme ça. Ben, ça, c'est une première étape. Bon, maintenant, une fois que, l'individu sait qu'il y a un ego, donc il y a une conscience, du fait qu'il peut garder ou partager des informations pour lui. Il y a quelque chose d'autre qui se passe qui est vraiment important. Quand l'individu, le petit enfant, le bambin, sort de la bulle familiale et qui arrive, par exemple, à la maternelle, ou dans un nouveau, groupe de petits camarades. Le petit individu en devenir doit, apprendre quelque chose très rapidement à la dure, c'est qu'il doit attendre son tour de parole. Parce que si, je parle tout le temps devant mes nouveaux petits camarades, ben, je laisse pas la place aux autres d'exister. Donc personne d'autre peut parler, c'est seulement moi qui parle. Je serai très rapidement perçu comme le petit fatigant. À ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont m'exclure socialement. Et ça, c'est clair que je vais faire une vidéo là-dessus, mais il y a aucun être humain qui veut l'exclusion sociale. Il y a certains êtres humains qui s'isolent socialement, volontairement ou pas, mais être exclu des autres, aucun humain veut ça. Donc c'est ça, l'individu apprend qu'il doit attendre son tour de parole, mais ça fait que, ça arrive souvent que le petit bambin vit des choses intérieurement, puis a envie de les exprimer, mais il peut pas ou il se le permet pas parce qu'il sait que ça va être mal vu, donc il garde des choses pour lui. Donc il piaffe d'impatience en attendant son tour de parole. Ça s'apprend rapidement. Deuxième chose, en plus d'attendre son tour de parole, l'enfant doit rapidement comprendre que quand c'est à lui de parler, ça doit être aussi pertinent, ou du moins lié à ce qui vient d'être dit ou fait ou entendu, au contexte de la réalité, immédiate. Parce que si j'émets des bizarreries, des âneries, des stupidités, ben, je vais être exclu du groupe encore une fois parce que je vais être le petit bizarre cette fois-là. Donc les gens vont me faire des réprobations probablement non verbales avec des visages étranges et je vais comprendre que, ça doit être pertinent ce que je dis. Troisième étape, non seulement ça doit être, dans ma prise de parole, dans le temps où c'est le moment où, je dois parler, non seulement ça doit être pertinent ou, lié à ce qui se passe, mais je dois aussi, dans une certaine mesure, émettre des propos qui sont la plupart du temps agréables. Parce que devinez ce qui arrive, si je suis trop souvent désagréable ou trop souvent négatif, ben, les gens aiment pas ça et encore une fois, ils m'évitent, ils me fuient comme la peste. Donc je vais être encore une fois exclu, du groupe et c'est pas ce que je veux. Une étape ultime, c'est que je dois aussi saisir assez rapidement, merci, que certaines informations que j'ai à révéler pourraient me nuire. Et là, encore une fois, c'est un filtre. Je m'empêche de verbaliser certains trucs,
Donc ça devient des non-dits. C'est là où il y a un croisement entre le mensonge par omission, c'est-à-dire que je fais exprès pour ne pas dire un certain propos parce que je sais que ça va me nuire. Là, ça peut être perçu comme un mensonge par omission. On reviendra ou écouter la vidéo, complète sur le mensonge, mais, mis à part ce petit bout-là, ce petit segment-là, la plupart des non-dits ne sont pas des mensonges. Donc c'est déjà, ça fait le topo sur la capsule que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Maintenant, comment est-ce qu'on repère ça? Les non-dits, moi, je parle jamais de détection du mensonge ou à peu près, sauf dans la vidéo que vous allez probablement visionner, parce que c'est une expertise qui est tellement pointue, tellement niche, tellement complexe que même les experts ont de la difficulté avec ça. Finalement, c'est très peu pragmatique, donc je préfère parler de détection des non-dits, de repérage des non-dits. Et comment est-ce qu'on repère un non-dit? Ben, visuellement. Et ça, la synergologie est, l'outil par excellence parce que en fait, c'est l'analyse professionnelle du langage corporel et donc les non-dits qui ne sont pas verbalisés sont quand même repérables, observables, voire mesurables ou quasi mesurables, à travers le langage corporel, le body language de l'autre personne. Donc voilà comment on repère, un non-dit.